Hello, hello! C'est un plaisir. Alors aujourd'hui, la trahison d'un amant. L'histoire me plaît. Je vais donc me faire un méga plaisir en vous la racontant. Je rappelle, je ne suis pas une raconteuse professionnelle, donc ce sera loin d'être parfait, voire très imparfait. Mais ça m'a fait plaisir et ça me plaît. Le lecteur prend l'histoire en cours. Dès le début, elle nous décrit son état émotionnel qui ressemble à celui d'une femme qui a succombé à l'amour ou qui se languit d'amour. Des flashbacks nous permettent de remonter le fil de l'histoire. Même s'ils évoluent dans les hautes sphères, toutes les sphères ne se valent pas. Lui est d'un milieu aristocratique, pas nécessairement le même que le milieu des milliardaires. Carla est la belle-fille d'un multimillionnaire. Lui, il est comte et il s'appelle César. Sa rencontre avec César a eu lieu dans une galerie d'art où elle s'est rendue pour raisons professionnelles. Une rencontre qui aurait pu être celle de deux adversaires au vu de son statut social. Il est comte, je rappelle, il aurait pu s'attendre à ce qu'elle se comporte comme tout le monde, lui faire des courbettes, le flatter, etc. Elle est franche et ne cherche pas à être dans ses bonnes grâces. De plus, elle le trouve sûr de lui et très arrogant. Classique. C'est pour cela qu'elle refuse son invitation à dîner. Elle sent pourtant un courant palpable entre eux et sa raison lui interdit de succomber. Mais on sait, sinon c'est pas la peine de lire Harlequin, qu'elle va succomber. Mais comment? Ce cher comte l'attend à la sortie de la galerie. Son refus à dîner n'est pas une fin de non-recevoir pour lui. Après un long moment d'hésitation, à peser le pour et le contre, elle se jette dans la gueule du loup et accepte tacitement de se laisser séduire par le comte. Ils dînent ensemble et le traditionnel baiser de fin de soirée annonce le début du rapprochement. Le comte a un petit problème. Son destin ne lui appartient pas. Il a donc le devoir d'épouser une aristocrate de son rang. De ce fait, il sait et doit faire comprendre à Carla que ce rapprochement ne peut être qu'une liaison éphémère. Ça, ce sont ses souhaits, mais on sait que c'est là que réside le nœud du problème. Suivre ses sentiments ou suivre son destin. De son côté, sans même en avoir discuté avec lui, elle sait d'avance quelle sera sa place. Liaison passagère et au mieux, une situation de maîtresse. Après le premier baiser et la longue attente le lendemain à côté du téléphone, il appelle enfin et l'organisation de la prochaine rencontre est en place. Un rendez-vous dans son nid d'amour, comme elle l'appelle. Il se situe à la campagne dans une sublime villa à Rome. La soirée s'étire en longueur, ils prennent leur temps, quoi. Ils boivent du champagne, discutent, dînent. Ce n'est qu'en fin de soirée que la température monte entre eux. Alors j'ai trouvé décevant que ces moments de passion soient évoqués si pudiquement. 2 jours de passion torride, et le lecteur n'a droit qu'à, je cite, « leur première nuit ensemble avait été une révélation ». Ou bien, durant les 2 nuits qu'ils avaient passées à la villa, cette passion qu'elle pressentait insatiable, c'est tout. C'est un peu court, j'avoue. Alors la folle escapade passée, elle se retrouve dans l'intimité de son appartement et elle laisse éclater sa joie. Très heureuse qu'il demande à la revoir. La liaison n'est donc pas finie, c'est ce qu'elle craignait. Voilà 6 mois que dure cette liaison et toujours pas de lassitude à l'horizon. Respectueuse de leur relation, elle n'est pas du tout envahissante, de peur de l'effrayer et de voir tout s'arrêter. Pourtant vient le jour où cette mécanique bien huilée commence à grincer. La promise de César apparaît dans le tableau, sous forme de correspondance écrite. Elle tient à savoir s'il a encore l'intention de l'épouser, et il semblerait que le moment soit venu pour lui de se marier
alors même qu'il est encore très attiré par Carla et pas prêt du tout à mettre un terme à leur liaison. Carla, de son côté, en pleine introspection et malgré ses propres mises en garde, prend conscience qu'elle est tombée amoureuse de son comte. La zone de turbulence commence. César a planifié le jour de la rupture et il s'apprête à passer leurs derniers moments ensemble. Elle ne le sait pas encore, mais comprend bien aux modifications de comportement de son amant que ce jour n'est pas comme les autres. Après une nuit torride, il finit par lui annoncer que c'est la fin, puis s'en va. Carla est effondrée. Pendant ce temps, la promise de César, Francesca, ainsi que sa famille sont invités à séjourner dans son palais, de manière à annoncer publiquement les fiançailles. César est prêt à se plier à son devoir, mais c'est sans compter sur la vivacité des souvenirs des moments partagés avec Carla. Carla, pour tenter de reprendre en main sa vie, de se sauver de la dépression inhérente à sa situation, consent à suivre les décisions de sa mère et à épouser son cousin par alliance, avec comme dot la moitié des parts de l'entreprise familiale qu'il convoite depuis la mort de son père. Elle sait qu'elle fait une erreur, elle sait pourquoi elle le fait, mais Carla n'a plus la faculté de raisonner et ne veut pas prendre conscience du mal qu'elle pourrait causer autour d'elle. Elle a du chagrin et n'aspire qu'à se venger pour récupérer son amour propre, pour se laver de l'humiliation, croit-elle. C'est assez rare pour le relever. Ici est décrit une héroïne qui devient manipulatrice, mesquine, méchante, parce qu'elle souffre. Elle s'autorise donc à faire souffrir les autres. Rien ni personne ne l'arrête dans sa course à bride abattue. Elle contraint Vito au mariage, et dans un sursaut de lucidité, celui-ci réussit à la sortir de sa torpeur au dernier moment, devant l'autel et devant la foule des invités. Revenu de voyage, revenu des États-Unis, le comte découvre tout ce qui s'est passé en son absence. Le non-mariage de Carla, et surtout les circonstances dans lesquelles ça a eu lieu. Trop de questions dans sa tête, trop de désirs refoulés, et dans un état second, dans un sursaut, il part la retrouver. Mais pourquoi faire? Pour lui dire quoi? Et si les commérages s'en emparent? Ce qui devait arriver, arriva. Elle n'a pas su lui dire non, donc ils passent la nuit ensemble. Mais au petit matin, bien consciente de ce qui vient de se passer, alors qu'il est encore endormi, elle s'enfuit comme une voleuse. Le temps passe. Installée en Espagne avec sa mère, elle reprend sa vie en main, mais c'est sans compter sur les facéties de la vie qui lui ont offert un bébé à chérir. On imagine que la zone de turbulence qui s'était calmée n'est décidément pas terminée. Elle cherche à rompre avec son ancienne vie, veut vendre son appartement, veut se faire pardonner par son cousin et effacer tout le mal qu'elle aurait pu faire par le passé. Elle accepte à contre-cœur de se montrer avec Vito dans une soirée mondaine pour montrer leur réconciliation, sûre qu'elle est de ne pas y croiser César. Et c'est bien tardivement qu'elle comprend que son cousin l'a menée en bateau, et que le lieu où il l'emmène n'est autre que le castillo de César. La tension est telle que Carla s'évanouit, et Vito, contre l'avis de Carla, ne se fait pas prier pour annoncer à César qu'elle est enceinte de lui, et qu'il devra l'épouser. Lui, il promet de le faire. Une responsabilité en chassant une autre, il met tout en branle pour annoncer ses nouvelles fiançailles et pour prévenir son ancienne fiancée. Il installe Carla à demeure dans sa villa de Rome, là où tout a commencé. Une grande tâche attend César. Annoncer la rupture de fiançailles avec Francesca. Il ne peut se résoudre à le faire par téléphone et organise son voyage aux États-Unis pour l'en informer de vive voix. Chose inutile, car cette dernière lui révèle qu'elle ne peut l'épouser, car la recherche est sa passion. Oui, elle est scientifique, elle fait de la recherche. Plus de voyage aux États-Unis. Mais César n'est pas au bout de ses surprises, car Carla a décidé de lui rendre sa liberté en s'enfuyant. Quelques mois plus tard, alors qu'elle pensait que César avait accepté la situation, un courrier venant de lui remet tout en question. Elle part pour l'Italie le retrouver. Là, il joue enfin carte sur table. Lui déclare l'aimer et veut faire son bonheur. Et elle est prête à l'épouser. En second plan, on apprend que les recherches de Vito pour retrouver son amoureuse sont en passe de résolution. Mais il est certain que cette histoire fait l'objet d'un autre roman, dont Vito est le personnage principal. Donc revenons à Carla et César. Il n'y a plus aucune ombre au tableau. Francesca avait renoncé à César bien avant son voyage annulé, plus amoureuse de la science, de la recherche que du comte. Donc on peut considérer qu'elle est en passe de réussir à régler tous les dommages qu'elle a causés dans sa période difficile. Voilà pour Carla et César. À cette histoire, j'attribue 4 étoiles. J'aurais pu mettre 5, si
les scènes torrides étaient moins pudiques. Pas forcément toutes, mais au moins la première. Alors, la quatrième de couverture, si besoin est de vous convaincre encore. Jamais Carla n'a désiré un homme comme César dit Mondave. C'est donc tout naturellement qu'elle entame une liaison avec son sublime italien. Elle a bien conscience, alors, de pétiner toute prudence. Son amant est un séducteur et leur relation ne manquera pas de déchaîner la rumeur. Mais comment résister à l'appel des sens? Bientôt, hélas, Carla comprend que la situation lui a totalement échappé, car elle a eu la folie de tomber amoureuse de César, qui est sur le point d'en épouser une autre. Voilà, chère lectrice. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao.